Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique flash de Shadowrun Returns Dragonfall, Katsuka et indécis sur Erdenstern. Mais on commence avec les news. Guacamelee, l'excellent Metroidvania à la sauce Lucha Libre, sera bientôt adapté sur PS4 et Xbox One, mais aussi sur Xbox 360 et Wii U. Jusque-là uniquement disponible sur PS3, PS Vita, Windows, Mac et Linux, le jeu Drinkbox Studio vous propose de jouer les super luchadors en solo ou en coop local. Il faudra explorer deux mondes parallèles, celui des morts et celui des vivants, acquérir de nombreux pouvoirs et combos supplémentaires, le tout venant enrichir un système de combat étonnamment profond. Bref, un jeu ultra complet qui sortira prochainement dans une version Super Turbo Championship Edition. Cette édition ne se contente pas d'être une bête conversion. Elle propose une histoire rallongée, des zones de jeu inédites comme une ville de pêcheurs accessible en bateau ou un volcan abritant un tout nouveau boss. De nouvelles capacités feront aussi leur apparition avec des bombes poules et surtout le mode de combat Intenso. Sans oublier la possibilité de sauvegarder sur plusieurs emplacements ou de débloquer des objets permanents via un système de monnaie double. Cette annonce est définitivement une excellente surprise. Elle permettra enfin à tous les joueurs, ou presque, d'apprécier le meilleur Metroidvania de l'année dernière avec Valdi Story. Et vu la qualité graphique et technique du jeu sur PS3, on a hâte de voir ce que les développeurs ont pu améliorer sur PS4 et Xbox One. 11 ans après l'arrêt de sa production, et alors qu'on ne sait toujours pas s'il faut l'accorder au masculin ou au féminin en français, là où le Game Boy inspire toujours. Assez pour que TJ Thomas, développeur indépendant de son état, décide aujourd'hui de lui dédier en quelque sorte un jeu vidéo qui reprend ses capacités graphiques et sonores. Ce jeu, c'est Joy Lancer, un platformer action dans lequel on contrôle Joy Lance, une combattante membre du prestigieux groupe des Motor Knights. Ce statut plutôt classe témoigne chez elle de capacités physiques hors normes et lui donne également accès à une sorte de lance motorisée. Elle peut s'en servir pour attaquer, mais aussi se propulser dans toutes les directions. Et c'est très logiquement cette lance qui se retrouve au centre du gameplay. Celui-ci pousse le joueur à foncer à 100 à l'heure en récoltant les diamants que lâchent les ennemis en mourant pour garder sa lance chargée en permanence. Couplé à l'enchaînement très rapide des niveaux et à l'absence de game over, ce principe fait de Joy Lancer un jeu très nerveux. Le tout est assez plaisant une fois qu'on accepte de se plier à son rythme. Uniquement disponible en version shareware non complète pour l'instant, le titre complet devrait sortir dans le courant de l'année. Oli Oli a été un des gros coups de cœur de la rédac sur PS Vita fin janvier. De quoi faire réfléchir les amoureux du skate à se procurer la portable de Sony pour se faire des ampoules aux doigts en tentant le plus de tricks possible, le titre étant exclusif à la console. La critique flash, pas si flash que ça, est disponible online si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Par contre, pour l'exclusivité, elle n'aura pas forcément tenu très longtemps car l'éditeur Revolver Digital a annoncé récemment que le jeu serait porté sur Windows, Mac et Linux dans le courant de l'année. Il sera intéressant de voir comment le concept audacieux du jeu de Roll7 sera porté sur PC. Il faudra probablement privilégier une maniabilité au pad ou ne pas avoir froid aux yeux pour tenter de se tordre les doigts sur un clavier. Comme vous le savez, souvent dans les plateaux de 101%, Claire vous parle du framponnet. C'est-à-dire que c'est des Japonais qui utilisent des mots français, qui les détruisent, qui les remettent dans d'autres sens, et ça donne autre chose. C'est comme moi, par exemple, je suis allé au Japon, et j'ai vu une boutique de vêtements qui s'appelait Demi-Luxe. Et toi, français, t'as pas trop envie d'acheter du demi-luxe, tu vois. Tu te dis, bon, autant acheter du luxe total, tu vois, voilà. Eh bien, en fait, nous aussi, on a nos mots qui conviennent pas, mais en anglais, parce que les Anglais se foutent bien de notre gueule. Par exemple, dernièrement, c'était les soldes. Vous êtes tous allés aux soldes. Et nous, dès qu'on voit solde, on fait « Waouh, ça va pas être cher !» et on y va. Mais en anglais, en France, lorsqu'il voit écrit « solde », pour lui, ça veut dire « déjà vendu ». C'est-à-dire, le mec, il arrive devant le magasin, il fait « Ah bah non, alors je m'en vais. » Voilà. Attendez, chez eux, c'est sales. C'est opération de vente. Je sais pas qui a eu l'idée d'un jour de se dire hey, je vais écrire solde sur mon magasin. Je ne sais pas d'où ça vient. Avec une faute en plus. Et en plus avec une faute. Mais c'est un mec qui parlait anglais comme moi, je pense. Voilà, la critique flash de Shadowrun Returns Dragonfall. Voilà, justement. Sorti durant l'été 2013 et critiqué lors de la soirée spéciale Shadowrun diffusée sur No Life en octobre dernier, Shadowrun Returns n'avait pas totalement convaincu. Le jeu était très sympathique, mais encore loin de l'excellence. La campagne proposée, Deadman's Switch, était un peu trop courte, un peu trop linéaire, un peu trop prévisible. Le potentiel était là, mais pas encore matérialisé. Du coup, les fans de Shadowrun attendaient beaucoup de Dragonfall.
première extension de Shadowrun Returns qui devait initialement sortir fin 2013. Le développeur du jeu, Harebrained Schemes, semble l'avoir bien compris, puisque Dragonfall a été plusieurs fois repoussé, afin de prendre en compte les retours des joueurs et tenter d'y répondre autant que possible. Shadowrun Dragonfall se déroule toujours dans le 6e monde, ce futur un brin déglingué mêlant dystopie cyberpunk et archétype de la fantasy. Le jeu délaisse toutefois Seattle, cité emblématique de l'univers Shadowrun et cadre de Dead Man's Switch, et entraîne le joueur au cœur de la vieille Europe, à Berlin. Berlin, dans l'univers de Shadowrun, est devenue une cité-état où règne une anarchie permanente appelée le flux. Telle une partie de Pokémon sur Twitch, la ville n'a pas de gouvernement fixe et est perpétuellement tiraillée entre diverses puissances, qu'elles soient politiques ou corporatistes. Savoir lire le flux et savoir dans quelle direction souffle le vent est un talent essentiel pour qui espère connaître longue vie et prospérité à Berlin. Un talent que possédait Monica Schaffer, la chef du groupe de Shadowrunners auquel appartient le joueur. Possédée car Monica passe l'arme à gauche dès les premières minutes de Dragonfall, lors d'un run qui tourne mal, laissant le joueur à la tête des opérations. C'est d'ailleurs là l'une des plus grosses différences de Dragonfall par rapport à Dead Man's Switch. Plutôt que de jouer un seul personnage, on a vraiment le sentiment d'intégrer un groupe, chaque membre ayant une personnalité propre et un caractère souvent bien trempé qu'il faudra apprendre à ménager. Il y a Dietrich, le chaman tatoué et blasé, ancien membre d'un groupe punk. Glory, la soigneuse taciturne aux bras cybernétiques, ou encore Eiger, la troll tireuse d'élite issue des rangs de l'armée qui estime être la plus qualifiée pour diriger le groupe. D'autres membres viendront se greffer au fil de l'aventure, chacun ayant son histoire et ses secrets, débouchant parfois sur une mission secondaire. Cela donne à Dragonfall un petit côté à la BioWare pas désagréable du tout. On ne révélera rien de plus sur l'histoire dans cette critique flash. Il suffit de dire qu'elle s'avère beaucoup plus complexe, surprenante et captivante que celle de Dead Man's Switch. En dehors des nouveaux personnages et de la nouvelle intrigue, Dragonfall améliore par petites touches le gameplay de Shadowrun Returns. La base reste évidemment la même et certains défauts inhérents au game design du jeu restent présents. Mais les développeurs ont mis de l'huile dans certains rouages de la machine. C'est ainsi que, bien qu'encore relativement linéaire, la nouvelle campagne propose plusieurs missions optionnelles, laissant un peu plus de liberté aux joueurs. Un quartier de Berlin, appelé Kreuz Bazar, fait office de hub. Pour les connaisseurs, il s'agit du quartier se situant autour de l'actuelle station de métro Moritzplatz. Le joueur y reviendra régulièrement et pourra y rencontrer divers commerçants et PNJ. Le jeu propose également davantage d'équipements et de sorts, ainsi que de nouvelles options tactiques lors des combats, comme la possibilité d'activer et désactiver les implants cybernétiques pour bénéficier d'avantages temporaires. Ceux qui pestaient contre le fait que le jeu de base ne permettait pas de sauvegarder manuellement sa partie et se contentaient de sauvegarder automatiquement lors de checkpoints seront également contents d'apprendre que ce n'est plus le cas dans Dragonfall. La sauvegarde manuelle a été rétroactivement intégrée à Dead Man's Switch par la même occasion. Le meilleur pour la fin, Dragonfall est plus long que son aîné. Si l'on terminait Dead Man's Switch en une douzaine d'heures sans se presser, il faudra une bonne quinzaine d'heures pour boucler toutes les missions de Dragonfall. Bref, Harebrained Schemes a fait de l'excellent travail, la campagne proposée par Dragonfall est en tout point supérieure à celle du jeu de base. Et on ne peut désormais qu'espérer que le studio continuera de proposer de nouvelles campagnes de cette qualité pour Shadowrun Returns. On continue avec les mots anglais mal utilisés en France, avec le mot casting. Souvent, on entend des gens qui sont allés voir un film et qui disent « Oh, j'adore le casting de ce film !» Non, c'est pas le casting de ce film que tu adores, c'est le cast. C'est les comédiens qui ont été choisis qui jouent les rôles. C'est pas le casting. Le casting, c'est l'audition des comédiens. Ça veut dire que ça se trouve, t'es allé voir le casting de Star Wars, t'as adoré le casting de Star Wars, c'est-à-dire oh, j'ai adoré tous les comédiens. Bon, ils ont bien fait de prendre Han Solo, mais franchement, l'autre, il était vraiment bien aussi, et l'autre était vraiment bien aussi. Non, c'est ça. Ça, c'est un casting, ça. Toi, tu aimes le cast. Tu aimes Han Solo, le vrai. Voilà. On regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez une nouvelle version du Roi Singe et aussi une bande démo très perso. Mais avant ça, les news! Fin février s'est
s'est tenue à la galerie 3331 Art Chiyoda de Tokyo, une exposition dédiée aux projets issus d'Anime Mirai, un programme du gouvernement japonais soutenant depuis plusieurs années la production de projets et pilotes animés. C'est notamment par leur intermédiaire qu'est né Little Witch Academia, fameux animé produit par le studio Trigger de Kill la Kill, qui a connu une seconde vie sur Kickstarter. Une grande partie de l'expo était dédiée à cette œuvre, via notamment des installations originales de dessins d'animation. Un grand merci à Anne Ferrero pour les photos de sa visite. Si je vous dis Juanjo Guarnido et que vous vibrez tout de suite en pensant à la BD Black Sad, sachez que le dessinateur mène actuellement une campagne Kickstarter pour un projet animé. L'idée étant de réaliser un clip pour le groupe de heavy metal suédois Freak Kitchen, dont l'artiste espagnol est très fan. Une bien belle occasion pour Guarnido de revenir au monde de l'animation dans lequel il avait commencé sa carrière, notamment chez Disney. Le studio en charge de l'animation est Fortiche Prod, à qui l'on doit le clip en 3D Do Ya Thing de Gorillaz, ou encore celui du personnage de Jinx de League of Legends que j'avais déjà diffusé. Une petite news maintenant pour saluer le semi-départ de Suzuki Toshio de ses fonctions au studio Ghibli. S'il continuera toujours d'exercer là-bas, il a annoncé qu'il y prenait cependant sa retraite de producteur, un poste clé qu'il avait jusque-là toujours occupé. C'était en effet lui qui était derrière les films de Miyazaki et Takahata, avec qui il avait cofondé Ghibli, et l'on sait qu'il y jouait un rôle vraiment décisif. La vie du studio ne sera sans doute plus la même sans lui et Miyazaki, et il faudra sans doute observer comment Ghibli va désormais continuer son aventure, d'autant plus que Miyazaki Goro est actuellement en train de réaliser son nouveau projet ailleurs. En attendant, il nous reste en tout cas des choses à découvrir, comme le dernier film de Takahata Isao, dont la sortie française vient d'être annoncée le 25 juin, sous le titre Le conte de la princesse Kaguya. Aujourd'hui sort au cinéma Patema et le monde inversé, le nouveau long métrage d'animation de Yoshihira Yasuhiro, déjà remarqué pour Pale Cocoon et Time of Eve. Un très joli film où l'on sort avec la sensation d'une jolie petite idée transformée avec un grand talent par son réalisateur, ce qui est déjà énorme. Et quand ce dernier explique que l'envie de raconter cette histoire lui est venue d'un souvenir d'enfance, cela rajoute à la pureté de sa démarche et à la science-fiction très humaine qu'il nous propose. Fan du Roi Singe, l'une des plus célèbres légendes chinoises, sachez qu'une nouvelle adaptation animée est prévue au ciné par le studio chinois Vasun et son fondateur Wang Chuan. Une bande-annonce circule depuis peu sur la toile, présentant ce qui est en fait le pilote du projet, déjà très prometteur. Cela fait en effet beaucoup penser à des productions japonaises comme celle du studio Madhouse, avec un niveau d'animation assez musclé, à la fois soigné et agressif. Sortie prévue en 2015 en Chine. En attendant, le studio travaille actuellement sur le 3e film de leur saga Kuiba.
Enfin, j'avais envie de vous montrer la bande démo de l'animateur français Walter Mazoyer, car elle a pour particularité de contenir un grand nombre d'animations personnelles issues d'un projet que Walter n'a jamais eu le temps de finir et qui pourtant s'annonçait de qualité. Il s'agissait d'un court-métrage mettant en scène un personnage nommé Alice, au design inspiré des travaux de Glenn Keane sur Réponse et Ariel la petite sirène. L'occasion donc de découvrir de belles animations que vous ne verrez sinon jamais ailleurs. Voilà voilou, à dans 15 jours. On continue avec les mots anglais en français qui posent des problèmes. Là, en plus, c'est délicat puisque c'est ce qu'on appelle un faux ami. C'est-à-dire le mot édition. Ça ne veut pas dire la même chose en anglais. En anglais, l'édition, c'est un montage. D'accord ? Donc Star Wars, qui devrait être traduit Les Guerres de l'Étoile, soit dit en passant, est sorti en édition spéciale. Donc en anglais, Special Edition. Ok ? Qui veut dire montage spécial. Vous savez, tous les petits trucs en 3D qui ont été rajoutés, super moches. Et Han Solo qui n'a pas tiré le premier. Bref, bon, on s'en rend pas compte, mais ça ne change quasiment rien. Mais la différence est là. Et par exemple, si on tombe sur une édition spéciale d'un film, mais dont le montage n'a pas été changé, les Anglais n'y comprennent plus rien. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler aujourd'hui de jeux de rôle, mais de musique. Et oui, tous les maîtres de jeu savent qu'une musique d'ambiance bien choisie contribue souvent à l'immersion lors d'une partie. Le groupe allemand Erdenstern s'est justement spécialisé dans l'enregistrement d'albums spécialement destinés à servir de bande-son rôlistique. Erdenstern est un groupe composé de 3 membres vivant dans la région d'Hambourg. Andreas Petersen, Eva Maria Irek et Per Dittmann, qui dans la vraie vie travaillent dans le graphisme et le multimédia. Après plusieurs années passées au sein de groupes de rock, les 3 amis ont le sentiment de tourner un peu en rond. C'est alors qu'ils décident de marier leur goût de la musique à leur passion pour le jeu de rôle et les univers fantastiques. Fini le rock, place aux compositions symphoniques. Il est à noter que les membres d'Erdenstern composent, interprètent et arrangent leurs morceaux eux-mêmes et auto-éditent leurs CD sous leur propre label. Respect. Leur premier album, Into the Green, sort en 2005. Il s'agit d'un album à l'inspiration fantasy très classique. Les morceaux évoquent des villages médiévaux et de grands voyages à travers des contrées sauvages. Mais la qualité est au rendez-vous, avec des leitmotifs utilisés intelligemment tout au long de l'album, qui restent en tête longtemps après l'écoute. C'est un peu la bande originale d'un film imaginaire. Into the Green ne se contente pas d'installer une ambiance, l'album raconte une véritable histoire.
Erdenstern enchaîne avec Into the Red en 2006. Alors qu'Into the Green faisait la part belle à l'aventure et à l'exploration, Into the Red fait place à l'action. Batailles épiques et combats mortels sont le sujet de cet album trépidant. En 2006 toujours, Erdenstern sort son troisième album, Into the Blue. Cette fois-ci, il est question de mer Azur et de pavillon noir. Bref, Into the Blue est dédié aux pirates et aux aventures nautiques, avec leurs tempêtes, îles mystérieuses et monstres marins. « 2007, 2008 et 2009 voient les sorties successives d'Into the Dark, Into the Gold et Into the Grey. Into the Dark est en quelque sorte le pendant gothique d'Into the Green. On y retrouve cet esprit aventureux, mais avec une atmosphère beaucoup plus sombre et horrifique. Les bosquets enchantés y font place à des forêts maudites, les ruines mystérieuses à des temples impies hantés par des créatures innommables. Into the Gold, quant à lui, évoque les grandes expéditions à la découverte de cultures étranges et exotiques. Un album aux sonorités moyen-orientales qui évoque immédiatement de majestueux palais au cœur du désert et des bazars animés peuplés de personnages insolites et de créatures fantastiques. Into the Grey change d'époque pour proposer un album adapté au jeu de rôle de science-fiction. L'album, aux sonorités beaucoup plus industrielles et électro, est divisé en deux parties bien distinctes. La première moitié évoque les tentaculaires jungles urbaines des univers cyberpunk, tandis que la deuxième moitié prend le chemin des étoiles et du space opéra. C'est également à cette époque qu'Erdenstern commence à être courtisé par les éditeurs de jeux de rôle. Le groupe hambourgeois réalisera ainsi l'album des 25 ans de l'Œil Noir, la bande-son officielle du jeu de rôle Ellyrion, et même celle de la campagne Par-delà les montagnes hallucinées pour l'Appel de Cthulhu. Erdenstern continue sur sa lancée et enrichit sa série d'albums Into avec Into the White en 2010 et Into the Light en 2011. Into the White est consacré aux vastes étendues enneigées du Nord, avec notamment des morceaux inspirés de la musique traditionnelle inuite. Un album original qui est également mon préféré du groupe. Into the Light, de son côté, est un double album sur le thème du voyage dans le temps, avec pas moins de 4 époques. La première partie du premier disque, Ancient Realms, se consacre aux anciennes civilisations. Empire of Faith, la deuxième partie, replonge dans le Moyen-Âge, et plus spécifiquement l'époque des cathédrales. Sur le deuxième disque, Era of Steam rend hommage à Jules Verne et au mouvement steampunk, tandis que The Last Days met en musique un futur post-apocalyptique. Le dernier album en date d'Erdenstern, sorti en 2013 uniquement sous forme numérique, s'intitule Beyond the Library. Il s'agit d'une compilation de morceaux inédits ou d'arrangements alternatifs qui n'avaient pas trouvé leur place sur les précédents albums du groupe. Il existe évidemment d'autres labels dédiés à la musique pour jeux de rôle. N'hésitez donc pas à partager vos coups de cœur sur le forum de la chaîne dans le sujet dédié à l'émission.
Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien, et en musique évidemment. Et on termine ce 101% avec le pire du pire, j'ai envie de dire, puisque tout le monde fait la faute, c'est la loose. La loose, ça s'écrit avec un seul O. C'est là, c'est la loose, avoir la loose, c'est avec un seul O. Avec 2 O, c'est un peu large, d'accord? C'est large. Et il y a un film français qui est sorti au cinéma, il y a des affiches qui ont été placardées. Regardez l'affiche, ça s'appelle La Loose, et il y a la faute. Et ça, c'est la loose, avec un seul O. En tout cas dans les grandes largeurs, avec 2 O. Enfin.